Ce garçon est né en 1973, on peut le dire. Scolairement parlant, c'est moyen. Il est diplômé de l'ISG, mais c'est pas si mal. Même pas diplômé, j'ai pas pu payer mon diplôme. T'as pas pu payer ton Mais diplôme? j'ai fait l'ISG. Il a fait l'ISG. Et alors, en fait, dans ta carrière, tu n'as jamais été salarié. Est-ce que t'as pas un regret? Parce que salarié, c'est génial. T'es peinard, tu te fais lourder tous les 3 ans, tu vas au prud'homme, tu prends du pognon, et en 20 ans, t'es riche. Pourquoi prendre des risques? Alors, donc j'avais pas tellement le choix. Effectivement, j'ai démarré comme entrepreneur. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais faire que ça. Donc, je ne pourrais même pas revenir comme salarié, même si j'en avais l'envie. Voilà, je pense qu'il faut un certain talent pour être un bon salarié. Il y a aussi des très bons salariés, des très bons managers, comme il y a des mauvais chefs d'entreprise. Voilà, donc, j'ai démarré par ça. Et a priori, je finirai entrepreneur. Entrepreneur. Alors, quand je ne sais pas, mais en tout cas, je finirai entrepreneur, c'est quasiment sûr. Ta première société, Steve, c'était les Compagnons du Terroir. C'était quoi cette belle machine? Comme j'ai démarré vraiment avec moins que rien, j'ai démarré par livrer des salades, des sandwichs, composer des produits régionaux. J'aimais bien les produits franco-français et les produits de qualité que je livrais dans des bureaux. Et puis j'ai fini par en livrer beaucoup. Et tu as revendu la boîte? Et j'ai revendu ma boîte 5 ans après et je livrais 700 ou 800 bureaux à l'heure du déjeuner. Ah oui. J'avais 22 ans quand j'ai monté ma première boîte. Et à l'époque, je l'ai monté à quelqu'un qui était salarié, qui est devenu chef d'entreprise. Alors ça tournait vinaigre, qui était un des directeurs régionaux de Carrefour à l'époque des stocks options. Donc il avait investi ses économies dedans. Ah oui. Et il avait découvert le monde de l'entrepreneuriat un petit peu à l'envers. Alors, ça c'est un peu mal fini. Mais voilà, en tout cas, c'était ma première boîte. Alors entreprise. après, tu vas investir et créer des boîtes dans l'immobilier, dans les actifs immobiliers aussi, avec des joies et des peines, avec des réussites et également un échec. Les joies et les peines, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de dire, évidemment, les joies sont merveilleuses quand on sait qu'on peut être très, très peiné. Et quand on est très peiné comme entrepreneur, c'est qu'on est peiné dans sa vie professionnelle et malheureusement très souvent dans sa vie privée. Et le travail d'entrepreneur est quelquefois très injuste, car il n'est jamais en corrélation avec la somme de travail et l'énergie qu'on peut mettre pour son entreprise. Et ça peut quelquefois tourner vinaigre. Donc j'ai connu joie et peine, avec des entreprises qui ont fonctionné, une autre qui n'a pas fonctionné. Et j'ai trouvé que c'était une super expérience, vraiment, je le dis, parce que j'ai vite rebondi derrière. J'ai pas eu le temps d'apprécier mon échec. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Mais franchement, les deux sont super formateurs. Hein. Voilà, faut pas trop renouveler l'échec. Hein. C'est un petit peu comme au casino, faut pas perdre trop souvent si on n'a plus de jetons. Mais c'est pas grave de perdre, quoi, Steve. C'est une très belle expérience de vie de perdre. 2012, tu vas créer Big Fernand. Alors, qui connaît Big Fernand, à part Pierre-Henri comment il fait pour garder la ligne, Pierre-Henri, mon genre? Il y en a vraiment beaucoup plus que des gens qui sont chez April. Alors, raconte-toi un peu le concept et puis le premier resto, parce que franchement, tu as réveillé l'un des plus vieux métiers du monde. Celui-ci est avouable. Tous les métiers sont avouables, y compris le plus vieux métier du monde. Donc j'ai démarré en fait par une idée très simple, car une des seules choses que j'ai retenues de l'entrepreneuriat, c'est qu'à la réalité, l'idée ne vaut pas grand-chose en fait. À la réalité, c'est l'exécution qui fait que le projet est viable derrière. Donc je suis vraiment parti d'une idée très simple en me disant j'aimerais bien qu'on fasse un hamburger qui ait la qualité d'un restaurant et qui ait la rapidité d'un fast-food. Voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai mis un peu de cosmète autour parce que je commençais à avoir un peu d'expérience, un peu de bouteille. Et le premier restaurant, il était tout petit, hein? Mais il était minuscule et c'est très bien de démarrer petit. Hein. Je regarde toujours avec une attention non dissimulée ceux qui lèvent de l'argent à foison et qui commencent par lever beaucoup d'argent. Je ne pense pas que c'est une bonne première expérience de vie comme entrepreneur. Donc de démarrer avec rien, ça ne vous laisse que le choix que l'option de réussir derrière. Donc effectivement, j'ai démarré dans tout petit. On a démarré dans 35 mètres carrés. Où ça? Là où j'avais le siège de ma boîte à l'époque, je me suis pas embêté. Hein. J'ai fait toute la rue. Je dis qui veut vendre, qui veut vendre. Je suis tombé sur un mec qui faisait des kebabs. Je suis fini par lui racheter sa boîte. Et puis j'ai démarré au mois de juillet dans 35 mètres carrés avec une entreprise qui a été, et j'ai eu cette chance, extrêmement rentable dès le premier Et la restaurant. marge sur le hamburger, elle est de combien à peu près? 90%? 92%? Non, soit 80%. C'est assez conséquent. 80% quand même. C'est sympa d'avoir une entreprise qui gagne de l'argent, hein, parce que l'étalon valeur dans une entreprise, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est gagner de l'argent. Donc je me marre toujours quand on dit est-ce que ta boîte elle fonctionne, elle marche? Ah, ça cartonne. En fait, ça cartonne quand ça gagne de l'argent. C'est un peu universel. Alors maintenant, il faut un peu décaler dans le temps, parce qu'on peut se permettre de perdre un peu d'argent quand on a levé un peu de sous. Ouais. Mais à la réalité, l'étalon valeur, c'est la boîte gagne de l'argent ou elle ne gagne pas d'argent. C'est super simple et ça marche à tous les coups. Alors, tu vas revendre, comme toutes tes boîtes, là, Big Fernand, tu l'as vendu combien? Alors,
J'ai vendu 25 millions ma société. D'accord. À quel moment on sait, Steve, qu'il faut vendre sa boîte? Parce que tu as vendu plein de boîtes. J'ai toujours vendu mes sociétés. D'abord, je fais partie de ces entrepreneurs qui trouvent que la vente d'une entreprise est assez esthétique. En fait, c'est un autre travail qui arrive derrière le travail du chef d'entreprise. Mais pour moi, transformer l'essai, c'est comme une partie de rugby. Ça ne fonctionne en fait que lorsqu'il y a des essais. Et alors, on ne partage pas tous ce point de vue. Il y a des entrepreneurs qui veulent que la situation reste pérenne avec des héritiers derrière et que l'affaire reste familiale. Moi, j'aime bien vendre les entreprises, je le redis, parce que c'est une manière pour moi de transformer l'essai. Et c'est encore une autre partie de vie. Savoir vendre une entreprise, ce n'est pas si simple que ça. C'est un peu comme dans un couple, il y a tout un volet psychologique qui n'est pas facile à appréhender. Ou que non. Et on finit par se découvrir, et on essaie de trouver un peu ses faiblesses, et on essaie de se mettre un peu en valeur, et on essaie de trouver ce qui va attirer l'autre. Et c'est assez intéressant comme exercice. Donc voilà, donc j'aime bien cet exercice, Bon, mais donc je le redis, pas c'est de très recette personnel. pour savoir à quel moment vendre sa boîte. Le moment, c'est jamais trop tard. Parce qu'en fait, on vend bien une entreprise. D'abord, quand on n'a pas envie de la vendre, quand on vient vous chercher. Ça marche aussi avec les couples, c'est pareil. J'aime bien faire des parallèles. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut toujours, au moment où on vend, rester sur une stratégie et une vision long terme. Car il faut vendre l'histoire de demain. Eric, tu sais de quoi je parle. En fait, on fait des très beaux multiples, on fait des très belles culbutes. Lorsqu'on arrive à raconter une histoire, en fait, c'est toujours comme ça dans la vie. Ça fonctionne quand on raconte des histoires, car tout le monde aime les histoires, et y compris celui qui vous achète. Alors, Nautilus, donc là, pour une fois, tu ne vas pas créer, tu vas racheter avec un copain et un fonds, c'est ça? Vous êtes combien? Vous êtes 3 à avoir acheté la boîte? Alors, avec mon associé, donc on est majoritaire. Donc lui, il a une carrière de salarié à plutôt très haut niveau, parce qu'il a été le président d'une boîte qui s'appelle Mondelez. Donc il a dirigé une boîte qui faisait 2 milliards de chiffres pendant 6 ans. Et donc voilà, il m'a apporté la partie agroalimentaire que je ne connaissais pas. Donc c'est intéressant parce que c'est un nouveau challenge pour moi. Et moi, je lui ai apporté une partie qu'il ne connaissait pas, qui est celle d'être entrepreneur. Et j'ai aimé sa démarche. Il m'avait parlé de ses menottes dorées. Eh bien, je lui ai dit, c'est le temps de lâcher tes menottes dorées et de vivre une vie de passion, qui est celle d'entrepreneur. Donc on s'est apporté des choses mutuelles. Et effectivement, je reprends une boîte parce que je veux gagner un peu de temps et parce que c'est nouveau pour moi. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure à table, Eric, j'aime bien dans la vie les autoroutes et les sentiers de traverse, ou c'est Arnaud que je disais ça. Et moi, mon autoroute, c'est l'entrepreneuriat, et les sentiers de traverse, c'est des secteurs qui sont nouveaux. Voilà, donc ça amène un peu de piment, et quand il y a un peu de piment, il y a un peu de passion, et quand il y a un peu de passion... Et ça marche avec les femmes aussi, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Alors, pourquoi pas. Nautilus, une ETI, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 120 collaborateurs, tu vends quoi? Alors, on est leader du crabe en conserve en France, donc on a 80% du marché. On est numéro 2 du foie de morue. On est numéro 1 de la harissa en France, donc on vend de la harissa. Ah oui, oui. Est-ce que tu vends du miel et des amandes? Parce que là, on a quelqu'un qui est vachement intéressé. Là. Alors, on a déjà beaucoup de lignes de produits, on ne va pas tout vendre non plus. Il y a des gens qui le font très bien. Mais je produis du miel. Je produis 800 kilos de miel par an. Mais du vrai miel ou du faux miel? Parce qu'on a bien chez compris moi, tout à l'heure qu'il y avait une polémique. Chez moi, je le produis. Donc, chez toi. Donc voilà, et voilà. Et puis on est numéro 2 du foie de morue. Et on a une usine de saumon fumé qui est à Angers. Donc on produit aussi donc du Made in France à Angers. Voilà, malheureusement, j'importe beaucoup de choses. Quand je dis malheureusement, c'est un peu le marché qui m'oblige à ça aussi. Mais voilà, en tout cas, on fait beaucoup de choses chez Nautilus. Et surtout, c'est une boîte qui existe depuis 30 ans, donc qui nécessitait d'être transformée. Et quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas bien acheté. Quand je ne l'ai pas bien acheté, c'est que si j'avais été un financier, j'aurais pu très largement renier un peu sur le prix qu'en voulait le vendeur. Et je lui ai dit, je ne travaille pas à la petite semaine, j'ai un projet industriel. Donc on n'est pas à 1 million près, pourtant je suis à 1 million près. On n'est pas à 1 million près, et je ne vais pas vous renégocier le prix, j'aurais pu lui renégocier le prix derrière, comme tout financier l'aurait fait, parce que je lui ai dit que j'avais un projet industriel, et donc c'est sympa d'avoir une vision long terme. De toute manière, je ne crois, même si on est là pour peu de temps, et je leur dis, c'est comme en couple, il faut toujours avoir une vision à long terme. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fonctionné avec Nautilus. Donc là, tu découvres un univers merveilleux que tu ne connaissais pas, la grande distribution. Tous ces gens gentils qui veulent t'acheter pas cher et revendre cher, ils sont sympas ou pas? Alors d'abord, je l'ai découvert. Bon, c'est un milieu qui est très formaté, donc je suis pas fanatique des milieux formatés. Donc voilà, j'ai une manière de manager qui est peut-être un peu différente. Donc je détonne un tout petit peu dans les rendez-vous aux grandes distributions. D'abord, je tutoie très facilement les gens, j'appelle très facilement les gens par leur prénom, qui sont encore 30 ans en arrière. On donne du monsieur par-ci, du madame par-là. Maître. Donc voilà, et j'ai envie de dire, il y a tout en fait, parce que notre binôme Mathias et à moi, à la fois, on a été très bien reçus parce que nous, on se déplace et j'adore mettre les mains dans le cambouis. Je suis un patron 100% opérationnel.
100% opérationnel. Donc je suis toujours avec les équipes, toujours dans les produits, toujours dans les usines. Et donc on a été reçus de manière diverse et variée, à la fois des gens qui étaient très contents que nous on fasse l'effort et qu'on se batte, alors qu'on a un CV qui est plutôt, enfin je parle surtout de Mathias, hein, qui est plutôt sympa. Voilà. A contrario, il y en a aussi qui voulaient se payer un peu notre tête, donc voilà, qui en faisaient un peu plus que de raison. Mais bon, ça fait partie. Et du jeu. dis-moi, le métier quand même de directeur des achats, c'est horrible comme job, hein, non? Humainement, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, il n'y a pas plus dégueulasse. En revanche, ils ont une très grosse pression derrière. Donc en fait, ils exécutent ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire essayer de négocier au mieux les prix. Après, chacun y voit son intérêt. Celui de la grande distribution va vous dire que c'est dans l'intérêt du consommateur, puisqu'en discutant le prix chez vous, il finira par vendre moins cher et qu'il travaille pour le pouvoir d'achat. Donc finalement, on arrive toujours à trouver des choses vertueuses, même quand elles ne le sont pas. Voilà. Mais je découvre le mieux, donc je crache pas dessus. Et d'ailleurs, Mathias m'a appris quelque chose, on ne crache jamais sur ses clients. Jamais. Donc mes clients sont magnifiques. Absolument. Et alors l'inflation, là, ça augmente tous tes prix. Là, ton saumon, il arrive à 1000 le kilo. Là, comment ça se passe? J'irai même plus loin. On participe à l'inflation de manière, évidemment, de manière indirecte, puisque avec mes tarifs et avec une matière première qui coûte plus cher, j'arrive avec des prix plus chers en grande distribution, et donc ça va se répercuter. On est tous dans ce cas de figure. On est tous logés à la même enseigne. Je dirais qu'il y en a qui en ont peut-être un peu profité, qui se sont un peu emballés. Et bizarrement, quelques noms peut-être. J'étais le groupe Mars, par exemple, qui est un très grand groupe qui présente des hausses de 35-40%, qui sont des gens qui sont tout puissants parce qu'ils arrivent avec des marques très fortes. Mars, c'est une marque universelle. Ils font aussi du pet food, ils font plein de choses. Voilà, donc ça a été. Je dirais que les réactions ont été un peu diverses et variées. Tout n'a pas été bon dans cette inflation. Mais j'ai envie de dire, on va tous être vite calmés, hein, car celui qui fait ou qui défait l'inflation, c'est la loi du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande. Absolument. Et quand la demande va se tarir, ce qui commence à se faire, eh bien, on le voit d'ailleurs dans le prix du transport maritime, on finira par revenir à la raison. De toute façon, c'est toujours le marché qui à la fin gagne, toujours. Le marché, quand je dis le marché, c'est l'offre et la demande. C'est universel, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc voilà, donc il va y avoir une régulation. Mais pour l'instant, on est tous passés par cette case-là. Et c'est dramatique. C'est dramatique évidemment pour les consommateurs, mais c'est dramatique aussi pour ceux qui vendent leurs produits. Car c'est pas tout de passer 15% de hausse à la grande distribution. À un moment, il y a un monsieur qui gagne tant par mois, qui n'a pas un budget extensible et qui ne pourra pas payer ces 15%. Donc qui ne rachètera pas votre produit. Voilà. Et ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est dans les hyper et les supermarchés qu'on le voit. Alors, il paraît qu'un peu plus jeune, tu avais un poster dans ta chambre de Vincent Bolloré. Oui, alors pas que, j'avais d'autres idoles, j'avais aussi Samantha Fox. Qui chante bien, mais quand même. Non, mais j'avais Samantha Fox aussi, hein, donc j'étais très éclectique comme garçon. Mais c'est vrai. Se tromper, quoi, mais c'est vrai que j'avais Vincent Bolloré, car pour moi, les chefs d'entreprise étaient des aventuriers. Voilà, et puis à l'époque, c'est quelqu'un qui avait démarré avec un patrimoine, parce qu'il avait déjà une famille, mais qui a une histoire un peu chahutée dans sa famille. J'avais trouvé l'histoire plutôt sympathique, et quand on voit évidemment le parcours de Vincent Bolloré aujourd'hui, on ne peut être que très admiratif. Donc voilà, oui, ça faisait partie de mes idoles. Mais les chefs d'entreprise de manière globale étaient mes idoles. Bernard Tapie, je suppose, non? Un peu comme tout le monde, c'est un peu ma génération. Donc voilà. Puis alors j'aime bien ceux qui tombent à terre, ils sont capables de se relever. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui lui sont arrivées dans sa vie. Donc oui, ça faisait partie du lot. Il était un chef d'entreprise avec son style. Mais, et son époque. Mais que je trouvais attirant. Alors en parlant de tomber, donc, tu es également un pro de l'équitation. Tu adores les chevaux. Je tombe très rarement. Tu sais que je saute, donc si je tombe, ça fait très très mal. Ça fait très mal, quoi. Et donc, elle vient d'où cette passion pour les chevaux? Déjà, je suis cavalier depuis que je suis petit. Je suis cavalier. J'ai une autre passion, c'est les chevaux de course, donc qui mènent à la fois. C'est combien de chevaux? J'en ai une. Tu peux le dire. Toujours, on avait notre ami Séché qui nous disait qu'il en avait plus de 100. J'ai une cinquantaine de chevaux. Voilà, Est-ce que tu gagnes un peu? Tu gagnes du pognon avec les chevaux ou pas? Parce que tout à l'heure, Eric, on disait que tu étais un des rares à gagner des sous. Parce que bon, le cheval, maréchal ferrant, ça broute, tout ça, là, ça coûte des sous, comme non? Alors comme cavalier, évidemment, je gagne rien parce que je suis à mon niveau un piètre cavalier. En revanche, avec les chevaux de course, j'arrive à m'en sortir. D'abord parce que j'en achète et j'en revends. Je me bats contre des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, contre des Qataris, des gens qui se servent de l'argent de l'État en fait pour acheter des chevaux, contre des gros industriels. Donc moi, comme je suis un tout petit, je suis obligé de faire du petit commerce pour pouvoir m'en sortir. Avec des petits chevaux. Mais quelquefois même des gros. Donc voilà, donc j'en achète, j'en revends, ce qui me permet de payer ma passion. Et de temps en temps, je sors un très bon cheval. Et quand on sort un très bon cheval, c'est à peu près comme si on vendait une entreprise. Hein. C'est méga jackpot. Mais ça, c'est les belles histoires. Hein, parce que j'en ai eu des chevaux où on prend l'argent et on déchire l'argent et il ne se passe rien. Donc voilà, c'est comme les joueurs de casino. Ils vous racontent toujours quand ils ont gagné. Ils vous racontent jamais quand ils ont perdu.
Donc, voilà. Mais de manière globale, on va dire que je m'en sors de manière équitable. C'est bien. Alors, tout à l'heure, on a eu un zoom sur les Pétrus pas chers grâce à Eric. Toi, tu as un souvenir ému d'un petit vin de comptoir qui s'appelle un Château d'Yquem 1948. Alors, raconte tout, là, fais-nous rêver. On va t'envier, là. Quoi, je ne bois pas que du Château Yquem, mais quand j'ai eu l'occasion... Alors, une chose que j'aime beaucoup dans les Châteaux Yquem, c'est que je trouve que c'est des vins qui vieillissent bien. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. On sait très bien que la manière dont le vin vieillit, le résultat peut être quelquefois un peu décevant. C'est rarement le cas des liquoreux, et je trouve que les Châteaux Yquem vivent bien. Et moi, j'aime quand ils commencent à prendre cette couleur très foncée, caramélisée. Et effectivement, mon plus beau souvenir, c'est un Château Yquem 48, parce qu'en plus, ils ont une particularité, c'est quand ils vieillissent, en fait, ils perdent un peu le côté écœurant du sucre. En fait, on garde ce goût du sucre, mais qui n'est pas écœurant. Donc voilà, donc c'est effectivement un de mes plus beaux souvenirs. Au moment où je l'ai bu, je me suis dit tiens, ça sera ton plus beau souvenir, comme si je savais que tu allais me poser la question. Mais c'était il y a longtemps déjà. Toi, tu soutiens également pas mal de choses, notamment Gustave Roussy. Oui, alors je trouve ça très important de donner. Enfin vraiment là, je m'adresse à vous tous qui quelquefois avez eu la chance de recevoir et de réussir dans la vie. Donc je suis grand donateur et ambassadeur pour l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier institut de recherche contre le cancer. Donc j'ai commencé il y a 7 ans, 8 ans, avec ma liste de mariage que j'ai offerte. Et j'ai fait donc des opérations donc, chaque année. Voilà, j'ai monté une fondation. Bon, j'ai fait pas mal de choses pour eux. Donner, c'est très important. Et ceux qui ne donnent pas, ils ne savent pas à côté de quoi ils passent. Car je crois que mes plus beaux souvenirs, tu m'as parlé de mon plus beau souvenir dans les vins, mon plus beau souvenir dans la vie, c'est le jour où j'ai offert un bateau. Donc j'avais un très vieux bateau qui s'appelle un Riva, donc un très vieux. Et j'ai offert ce bateau au cancer pédiatrique. Je crois que c'est mon plus beau souvenir peut-être dans ma vie. J'ai eu un frisson. Donc de donner, c'est vraiment extraordinaire. Et accessoirement, pour une cause qui nous touche tous, de manière directe ou indirecte, il n'y a personne que vous connaissez dans votre entourage qui n'a pas été touché de manière directe ou indirecte par le cancer. Donc voilà, 350 000 cas par an. La recherche nécessite énormément de fonds, car le propre de la recherche, c'est qu'on se trompe plus souvent qu'on ne gagne. Et quand on se trompe, je sais de quoi je parle quand on est chef d'entreprise, ça coûte toujours de l'argent. Donc, voilà, donc j'invite vraiment à tous ceux qui ne savent pas quoi faire de leur argent ou qui n'ont pas encore eu ce petit frisson qui parcourt la colonne vertébrale quand on donne, de donner. Et moi, c'est Gustave Roussy. Alors c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est assez en fait angoissant. L'après, une fois qu'on a vendu sa boîte, c'est un peu angoissant. Parce que j'ai eu la chance de revendre plusieurs entreprises qui ont plutôt fonctionné. Et en fait, tout le monde attend le prochain coup. Oui. Le prochain coup gagnant, bien sûr. Alors qu'à la réalité, je pense que d'un point de vue statistique, de renouveler le succès n'est pas si évident que ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si simple à vivre que ça. Et c'est assez étrange, car au moment où vous vendez votre entreprise, c'est un moment où vous devez profiter du temps avec vos amis, votre famille, de votre argent, accessoirement, car l'argent sert à ça. Et bizarrement, en tant qu'entrepreneur, vous êtes tout de suite dans le coup d'après parce que vous avez peur de ce coup d'après. Car en fait, à la réalité, quand le chef d'entreprise réussit ou quand il rate, en fait, on a toujours l'impression que c'est une part de soi-même qu'on laisse au milieu de la bataille. C'est-à-dire que quand on rate, en fait, on a un peu l'impression d'être un raté, ce qui est totalement idiot. Hein. Ouais. Et donc, ça fait peur. Ça fait peur parce que d'abord, beaucoup de pression autour de vous parce qu'on attend le coup d'après. Et que quelquefois, quand vous avez vendu votre entreprise, vous n'avez pas le début d'une idée, pour faire quelque chose derrière. Et quelquefois, encore reprendre ce parallèle, quand vous cherchez à tout prix une femme, vous cherchez à tout prix un homme. Je suis désolé, marié ou t'es pas marié, toi. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Alors, allons jusqu'au bout de la logique, là, non? Et le truc, c'est qu'en fait, on a toujours peur de ça. Et à force de chercher, c'est pas toujours la meilleure manière de réussir. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est assez angoissant. C'est une période angoissante. Steve devait être formidable, il est génial, on l'applaudit très vraiment. Bravo pour ton parcours, chaleureusement, bravo, super, bravo. Ne change rien, t'es parfait.